Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de ce 20h. Au sommaire, l'art moderne du Bénin sous les feux des projecteurs en France. L'exposition Révélation Art contemporain du Bénin prend ses quartiers à Paris dès demain, vendredi 4 octobre 2024. Elle s'inscrit dans la dynamique de valorisation de la création contemporaine béninoise. Mais avant le grand jour, on vous fait vivre le vernissage tenu aujourd'hui. Entretenir des tombes, protéger et surveiller les accès du lieu où on enterre les morts, c'est le rôle du gardien de cimetière. Dans cette édition, on vous fait découvrir les réalités de ce métier peu attrayant, mais pourtant d'une grande importance. Et puis l'Organisation des Nations Unies boucle cette année 79 ans après sa création, une institution qui pour certains semble ne plus s'adapter aux nouvelles réalités géopolitiques. Que peut-on retenir de l'ONU créée pour garantir la paix et la sécurité? Réponse dans le dossier du jour. Mais avant le développement de ces titres, on vous l'annonçait hier, cette performance de la Loterie nationale du Bénin, elle devient la première société du secteur des jeux de hasard et de paris à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Une entrée en bourse avec un chiffre d'affaires de 101 milliards en 2023, chiffre presque jamais atteint par aucune société d'État auparavant au Bénin. Et la LNB met en vente ses actions dès le 7 octobre prochain. Pour nous en dire plus sur cette offre publique de vente suivie de l'introduction en bourse de la Loterie nationale du Bénin, nous recevons sur ce plateau Roseline Abbé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice générale de EDC Investment Corporation, membre du groupe EcoBank. Vous êtes arrangeur et chef de file de cette opération d'offre publique de vente suivie de l'introduction en bourse de la Loterie nationale du Bénin. Merci d'être sur ce plateau. Merci à vous. On démarre tout de suite avec vous. Dites-nous, en quoi est-ce que cette opération concerne le grand public? D'accord, merci beaucoup. Merci de me recevoir sur ce plateau. Alors, c'est une opération d'offre publique de vente. Donc, elle concerne le grand public parce qu'elle est déjà une offre qui va toucher plusieurs personnes. Et alors, c'est un mode d'épargne. Donc, vous savez, vous avez plusieurs modes d'épargne. Vous pouvez avoir un compte d'épargne à la banque, vous pouvez avoir une police d'assurance. Alors les actions également vous servent de compte d'épargne où vous pouvez acheter des actions, les laisser évoluer jusqu'à X temps. Et donc c'est en ça que cela concerne le grand public. Alors cette opération intervient dans le cadre de la cession jusqu'à 45% des parts détenues par l'État dans le capital social de la LNB. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour quelqu'un comme moi qui se sent intéressé et qui désire, par exemple, acquérir peut-être 100 actions? D'accord. Alors, détenir des actions déjà en tant qu'actionnaire, vous êtes copropriétaire d'une partie de la société. En tant que copropriétaire, vous avez un droit de regard sur la gestion de la société. Donc, vous avez ce qu'on appelle un droit de vote, exactement. Donc, au moment de l'Assemblée générale, puisque ça sera public dorénavant, tous les actionnaires seront convoqués et la direction générale de la LNB va présenter les chiffres, va donner des résolutions et vous aurez en tant qu'actionnaire le droit de voter oui ou non sur ces résolutions. Est-ce qu'il y a un nombre minimum d'actions à acquérir? Non, pas du tout. Non, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. L'offre est ouverte à tout le monde. Et donc, j'allais terminer mon propos en vous disant qu'en plus d'avoir donc ce droit de vote, vous avez également droit à un dividende chaque année. Et également, vous pourriez bénéficier d'une éventuelle évolution du cours. Aujourd'hui, on rentre à 4 800. 4 800 l'action. Exactement. Et donc, avec les belles prévisions que la LNB anticipe, on peut penser que ce cours pourra évoluer de manière positive. Donc, dans X années, ce cours pourra atteindre un autre montant. Donc, en plus de recevoir, d'être actionnaire, d'avoir un droit de vote, d'avoir encore un dividende, vous allez également bénéficier de ce qu'on appelle la plus-value. Et au-delà de ce bénéfice, l'autre opportunité, c'est que cette opération pourrait permettre à l'État béninois de gagner du financement sans s'endetter. Exactement. On va vous suivre pour des explications, mais avant, on va écouter la conseillère technique aux finances du ministère de l'économie et des finances en charge de la coordination de cette opération pour l'État. Elle décline quelques-unes de ces opportunités-là. On prend de l'argent dans une entreprise qui a généré du profit. On prend cet argent et on va l'investir dans d'autres projets qui sont porteurs de croissance. Et ça crée un effet multiplicateur parce que
c'est à la base de quelque chose qui a porté du fruit. On le prend, on investit dans d'autres projets qui vont porter du fruit et ça fait un effet multiplicateur et ça contribue en fait à la croissance économique du pays. Plusieurs piliers, mais un des piliers phares est le pilier 2 qui est relatif à la transformation structurelle de l'économie. Et donc dans ce pilier, il y a un ensemble de programmes et projets porteurs de croissance. On pourra parler déjà du secteur agricole qui est quand même une base où l'État investit et poursuit ses investissements dans la modernisation agricole. On pourra parler aussi du secteur industriel, donc la transformation de ces matières agricoles et d'autres produits. Et on pourra également évoquer le secteur touristique. Mais il y a plusieurs projets en fait dans ce pilier-là, mais je donne ces exemples-là. Donc c'est un ensemble de projets qui sont censés être porteurs de croissance. Alors, ces propos recueillis par Marcel Arrosier et Simon Vignon semblent très intéressants. Dites-nous, comment est-ce que concrètement le gouvernement peut-il financer ces projets et programmes sans s'endetter? Parce que tout simplement, le gouvernement étant actionnaire à 100%, il décide de céder entre 35 et 45%. Donc on achète et une fois qu'on finit l'offre publique de vente, moi en tant qu'arrangeur, je transfère ces fonds au gouvernement. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, l'opération démarre le 7 octobre Exactement. prochain, donc dans, disons, environ 4 jours. 4 jours. Ça va durer combien de temps? Normalement, c'est ouvert du 7 octobre au 25 octobre. Mais il y a un engouement et donc on prévoit une clôture anticipée en quelques jours. Une clôture anticipée en quelques jours. Il faut donc se dépêcher, que dis-je, se hâter alors pour être parmi les premiers actionnaires de la LNB. Un dernier mot pour finir ces échanges? Oui, juste pour vous dire, vous pouvez vous rendre dans toutes les SGI de la zone UMOA. Au Bénin, il y en a 5. Le réseau EcoBank également est à votre disposition pour vous recevoir. Vous ouvrez un compte titre, vous souscrivez, vous déposez vos fonds et dans quelques jours, vous êtes actionnaire de la LNB. Merci beaucoup, Roselyne Abbé, d'être passée sur ce plateau. Mais avant de vous laisser, j'ai bien envie de vous demander, est-ce que vous aimez l'art contemporain? J'adore. Alors, c'est parfait parce que, au travers du reportage qui va suivre, on vous offre un billet pour vous rendre en France où une exposition ouvre dès demain pour offrir une vue panoramique sur l'art moderne du Bénin. C'est l'exposition Révélation Art Contemporain. Après Rabat et la Martinique, c'est dans la capitale française que cette exposition prend à présent ses quartiers. Des œuvres de 42 artistes contemporains béninois vont être présentées au public parisien dès demain, 4 octobre 2024, jusqu'au début de l'année prochaine. Pour inaugurer donc cette exposition artistique, un vernissage a réuni des amoureux de l'art. Jérôme Hungbo nous propose ici les propos du directeur général de l'Agence pour le développement des arts et de la culture et la directrice des arts visuels de l'ADAC. De ces cartes postales qui abordaient la question, le départ du roi Béhanzin vers l'Algérie. C'est une exposition aujourd'hui qui rassemble 42 artistes et plus d'une centaine d'œuvres pour montrer toute la diversité de la création artistique au niveau de la scène artistique béninoise. Le but, c'est de créer de la visibilité autour de nos artistes et des professionnels de l'art au Bénin, dans le but de leur créer des opportunités pour leur faciliter la circulation de leurs œuvres, la commercialisation de leurs œuvres, pour générer des revenus d'abord pour eux-mêmes et ensuite pour toute la nation. Et ça permet, par le même truchement, de créer un rayonnement de la culture béninoise. Le Bénin en tant que pays, avec une culture en pleine construction, aussi diversifiée, a besoin d'une identité forte qui doit être partagée avec le reste du monde. Et donc le fait d'être présent aujourd'hui à Paris participe de cette stratégie qui consiste à faire connaître le Bénin, à renforcer sa diplomatie culturelle, à renforcer son soft power dans le but de permettre au reste du monde de nous connaître, de savoir qui nous sommes, quel est notre art de vivre, quel est notre rapport au monde et quelle est notre vision du monde. Et ce n'est pas le truchement des artistes que tout ceci se passe. Nous en sommes à notre 3e étape de cette itinérance et, où l'exposition est présentée dans ce lieu historique, majestueux qu'est la conciergerie. Effectivement, pour cette étape parisienne, avec mon co-commissaire Emmanuel Daïdé, nous avons voulu présenter une exposition davantage thématique pour permettre au public
Parisiens de mieux appréhender la culture du Bénin. C'est ainsi qu'effectivement nous l'avons présenté, nous avons proposé 3 sections. La première section, c'est des déesses et des dieux où sont représentés la métamorphose de ces déesses et dieux qui animent la pensée vaudou. La seconde section est dédiée à la puissance et la gloire des reines et rois du Dahomey. Et puis pour la dernière section intitulée des femmes et des hommes qui vivent et luttent dans ce monde globalisé. Et s'il faut le rappeler, cette exposition avait été sollicitée par le président français Emmanuel Macron lors de sa récente visite au Bénin pour relancer et consolider la coopération bilatérale entre le Bénin et la France dans le domaine culturel. C'est donc à la Conciergerie de Paris que va se dérouler cette exposition du 4 octobre 2024 au 5 janvier 2025. Que savez-vous de la Conciergerie de Paris? C'est un lieu chargé d'histoire que nous raconte Ariane Da Silva dans ce billet allé entre les murs de ce monument. C'est l'un des monuments historiques de Paris, situé sur l'île de la Cité. Depuis sa construction au Xe siècle, la Conciergerie fut le siège du palais de justice. Ce monument est aussi l'un des plus anciens vestiges du palais de la Cité, résidence et siège de pouvoir des rois de France au Moyen Âge. Un haut lieu de détention pendant la Révolution française avec l'installation du tribunal révolutionnaire. Sa prisonnière la plus célèbre était l'ex-reine Marie-Antoinette, accusée d'inceste sur son fils, le jeune Louis XVII. Après la Révolution, la Conciergerie est demeurée une prison plusieurs fois réaménagée pour des raisons de sécurité, mais aussi pour améliorer les conditions d'incarcération. Les détenus célèbres et ceux considérés comme des menaces particulièrement dangereuses pour l'ordre public s'y succèdent. Lorsque Louis XVIII, frère cadet de Louis XVI, arrive au pouvoir, la Conciergerie devient l'un des principaux lieux de la mémoire royaliste. À la demande du souverain, une chapelle expiatoire est érigée sur l'emplacement de l'ancienne cellule de Marie-Antoinette en 1816. Le palais bénéficie dès 1812 de plusieurs restaurations. Classée monument historique en 1862, la Conciergerie a été inscrite plus tard au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Visiter la Conciergerie, c'est s'immerger dans l'histoire et la mémoire d'un lieu exceptionnel de pouvoir autour de 2 temps forts de l'histoire de France, le Moyen Âge et la Révolution. Dès le 4 octobre 2024, c'est en ces mêmes lieux que les œuvres de 42 artistes contemporains béninois seront exposées. Au menu, photographie, peinture, sculpture, vidéo, installation, dessin, performance, design et stylisme. Toute la richesse et la variété de la scène contemporaine béninoise seront dévoilées au cours de cette exposition intitulée « Révélation ». Art contemporain du Bénin. Cet événement culturel est subdivisé en 3 temps. Avec des déesses et des dieux, on admire la culture et la mythologie du culte vaudou, la métamorphose des divinités qui marquent cette religion vaudou. On passe ensuite aux reines et aux rois, à la représentation de la puissance et de la gloire du pouvoir d'Abomey et aux traditions qui ont façonné le pays. Puis on arrive aux femmes et hommes, aux êtres contemporains, à ceux qui font vivre le Bénin actuel et qui sont affectés par ce monde globalisé où les cultures s'effacent et se mélangent. Merci à Ariane Da Silva pour cette découverte de la Conciergerie de Paris. L'exposition Révélation Art contemporain du Bénin qui s'y déroule est une partie de l'exposition diptyque Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui de la restitution à la Révélation. Souvenez-vous, elle s'était tenue au Palais de la Marina à Cotonou en 2022 après la restitution des 26 trésors royaux. Voici à présent le voyage retour des artistes africains eux-mêmes sur le continent originel après la restitution des œuvres d'art. Une exposition Dig Where You Stand, dont le premier vernissage a eu lieu aux ateliers Kofi à Cotonou. Rachad Moussa, Julia Kweikou et Ulvaeus Balogun pour le détail. Bien plus qu'une exposition, c'est un mouvement panafricaniste. Dig Where You Stand, From Coast to Coast, promeut le narratif artistique africain par les Africains. Ce mouvement parcourt plusieurs villes côtières africaines
pour y exposer le génie créatif africain qui, au même titre que les œuvres d'art pillées, doit revenir sur le continent. C'est une exposition qui parle de la question de la décolonisation, sa restitution, la réparation. Ici, on est à la vernissage de la première localisation de 1, 2, 3 de notre expo. Les œuvres de l'artiste sud-africaine Zanele Mooli sont les premières exposées, mais plusieurs artistes béninois font partie de ce projet, conduit au Bénin par la African Artists Foundation et le ministère de la Culture. Les artistes de cette exposition viennent du Bénin, du Nigeria, des États-Unis, de partout dans le monde. L'idée derrière l'exposition est de promouvoir la participation des populations locales dans les arts et de leur faire voir les œuvres de grands artistes africains. Je pense que le Bénin est à la tête d'un mouvement panafricaniste avec la restitution des œuvres d'art, donc j'ai voulu rassembler ici les grands artistes de partout dans le monde. L'exposition se poursuit à Cotonou et à Ouidah, avec à l'affiche plusieurs artistes béninois et africains de renom. Et nous sommes déjà dans le mois d'octobre. Qui dit octobre dit mois du consommant local au Bénin pour la 5e année consécutive. Le Bénin met un point d'honneur à promouvoir les produits locaux. À travers ce grand rendez-vous, 3 ministres du gouvernement ont procédé hier au lancement des activités entrant dans le cadre de cette célébration instaurée par l'UEMOA. Wenceslas Sarouanimon, Alexandra Djotan. Le top est ainsi donné pour le mois du consommant local au Bénin, une initiative pour célébrer le savoir-faire et le génie créateur des producteurs et artisans locaux. Quand nous finissons d'exhorter nos producteurs, nos transformateurs à produire des biens et services de qualité, il est également de notre devoir de leur aménager l'écoulement de leurs produits avec une relative facilité. Cet après-midi, on ne peut que se féliciter en tant que Béninoises et Béninois de faire partie de ce qui est en train de se construire dans notre pays quant au consommant local. Nous nous faisons un devoir de rendre visibles les actions que le Bénin tout entier, et pas seulement le gouvernement, mais c'est aussi nos artisans, nos entreprises, c'est nos industries, tout ce qui est en train de se faire, que cela puisse être visible par le biais des canaux disponibles aujourd'hui partout dans le monde. L'extraversion pour les produits venus d'ailleurs, la méconnaissance des vertus et de la qualité des produits locaux sont les 2 principales causes du manque d'attrait selon le diagnostic posé par la ministre du Commerce. L'édition de cette année est placée sous le thème « Consommons local », un levier de développement industriel, de compétitivité et de résilience des économies de l'UEMOA. Et ce thème se trouve en parfaite concordance avec les grandes orientations que j'ai énumérées tout à l'heure, visant à transformer de façon structurelle notre économie. Et nous lance aussi un grand défi qui peut se résumer à comment faire de la consommation des produits locaux un instrument stratégique pour l'industrialisation, la compétitivité et la résilience économique de notre pays. Cette problématique nous interpelle tous, agriculteurs, commerçants, artisans, citoyens et également gouvernants, dans nos choix de consommation vestimentaire, alimentaire, d'entretien, d'équipement et de loisirs. C'est aussi et avant tout une question de patriotisme. Le gouvernement bénéficie cette année du soutien de la coopération suisse dans l'organisation du mois du consommant local. Une interrogation à présent, comment le gouvernement s'y prend-il pour promouvoir la consommation et la visibilité des produits locaux au Bénin? Dans son discours à l'occasion de ce lancement du mois du consommant local, la ministre de l'Industrie et du Commerce fait le point des décisions prises par l'exécutif. Voici un extrait de ses propos. Il s'agit de la mise en œuvre des nouvelles mesures pour la réglementation de l'exploitation de bois, de toutes les dispositions prises pour garantir les matières premières à toutes ceux et celles
qui ont décidé de transformer les matières premières en produits exportables. De la mise en place d'un fonds de développement au profit de l'artisanat, de l'instauration de la formation professionnelle et du certificat de qualification au métier. Parce que c'est aussi les compétences qui permettent réellement de transformer les produits et d'avoir vraiment des produits locaux, comme vous avez parlé tout à l'heure de la qualité, exportables et surtout qui protègent le consommateur. Et également de cette obligation et de cette part réservée aux produits transformés localement dans le cadre des grandes commandes et également des commandes publiques. Et consommer local, c'est aussi maximiser les découvertes des sites locaux qui font la richesse du Bénin. Tenez, la direction départementale du tourisme du Zou et des collines l'a compris au travers de cette promotion de l'excellence en milieu scolaire. Elle a offert aux meilleurs élèves au CEP 2024 du Zou une sortie à caractère touristique au nombre des sites visités, un lieu unique d'Abomey. On s'y rend avec Pierrette Adanyossi et Kadnel Kakbo. Situé au centre du Bénin, à plus de 145 km de Cotonou, le département du Zou regorge d'énormes potentialités touristiques qui attisent la curiosité de ces touristes spéciaux. Ce sont les apprenants qui ont émerveillé le département par leurs résultats à l'examen du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2024. Entre autres destinations de rêve visitées. L'Institut français d'Afrique noire, IFAN, où toute l'histoire du royaume du temps romain est racontée. Le premier, c'est celui de réunion du roi. Enfant, on l'appelle à Djalalaho. Le lieu unique, un espace contemporain de création d'œuvres artistiques. Le tout situé en plein cœur de la ville d'Abomey. Direction, la ville Carrefour, Boikon. Au menu de la visite ici, des installations de l'Hôtel des Princes, puis le site dénommé Les Papillons où sont notamment conservées diverses espèces d'insectes et bien d'autres animaux. C'est pour permettre à ces élèves-là de comprendre un peu la migration, le mode de vie de cette espèce qui est en voie de disparition et que ce monsieur fait l'effort de les conserver. Pas de quoi ébranler la quarantaine de ces visiteurs qui sont plutôt comblés. J'ai pu connaître que les abeilles ne chient pas le miel, mais plutôt ils le fabriquent de bouche en bouche. Le site qui m'a plus impressionné, c'est le lieu unique. Il y a fait des bateaux fabriqués à base de produits jetés. Il y a fait les statues des Amazones. Il y avait les différents instruments de musique que nos ancêtres utilisaient. Ces meilleurs candidats au CEP 2024 dans les 9 communes du département du Zou reçoivent aussi des fournitures scolaires. Je remercie le ministre des Arts, de la Culture et du Tourisme. L'initiative est noble et le conseil communal est vraiment content que Kobe aussi abrite cet événement. Puisque vous avez choisi une journée pour le faire, nous avons aussi nos enfants de Kobe dedans, nous sommes vraiment contents. Le premier objectif est de primer l'excellence en milieu scolaire. Et le deuxième objectif est de familiariser les enfants avec la pratique du tourisme local. Cette sortie découverte à caractère touristique a permis à ces apprenants de toucher du doigt les attraits touristiques du Zou. Le tout dans une ambiance festive. Et une interrogation à présent dont la réponse paraît évidente. Auriez-vous choisi d'être gardien de cimetière? Peu vont répondre oui, puisque le métier ne fait pas rêver. Pourtant, il n'est pas superflu. Autant que les maisons, les cimetières ont besoin de surveillance et d'entretien. Comment ces lieux où on enterre les morts sont-ils gardés? Et mieux, garder un cimetière est-il donné à tous? Ayel Ojo Amousso et Ulvaïus Balogun ont partagé le quotidien d'un gardien de cimetière de jour comme de nuit. Vous n'en croirez sans doute pas vos oreilles ni vos yeux. Regardons. Dans un coin reculé du cimetière municipal d'Abomey-Calavi, loin de l'agitation quotidienne, un homme veille. Innocent, la quarantaine, gardien du cimetière depuis plus de 3 ans, mène une vie singulière, rythmée par le silence des tombes et la présence des âmes qui y reposent. Le
Menuisier de formation, Innocent abandonne son job pour désormais arpenter les allées de ce lieu sacré, veillant à l'entretien des tombes. Cimetière Deuil, frayeur et chagrin sont le lot quotidien de Innocent. Tant il aura vu de corps enterrés dans ce lieu. Ce métier n'est pas sans difficulté. Innocent travaille dans des conditions souvent éprouvantes. Malgré ces difficultés, Innocent reste attaché à ce métier, à travers lequel il voit une forme de service rendu à la communauté, une manière d'offrir une dignité aux défunts et de réconforter les vivants. Place à présent au dossier du jour. Je l'annonçais tantôt en titre, l'Organisation des Nations Unies boucle cette année 79 ans depuis sa création, une institution qui pour certains semble ne plus s'adapter aux nouvelles réalités géopolitiques. Pourtant, l'ONU, de sa création à nos jours, mène plusieurs actions. Que peut-on retenir de cette institution créée pour garantir la paix et la sécurité? William Aguiar et Ernest Tetego nous livrent la réponse dans cet élément. Créée pour relever les défis mondiaux à travers le multilatéralisme, l'Organisation des Nations Unies est née dans un contexte d'après-guerre, la deuxième, la plus longue et la plus meurtrière qu'a connue l'humanité. Il faut rappeler un contexte précédent qui est celui de la Société des Nations et qui était, je veux dire, l'organisation qui régentait donc les relations internationales dans le monde. Post-Seconde Guerre mondiale, il y a eu un besoin effectivement de concentrer toutes les affaires internationales au sein d'une organisation, ce qui fait que finalement la SDN, pour être très bref, a fait naître l'Organisation des Nations Unies que nous connaissons aujourd'hui et qui de 1945 à nos jours est devenue l'organisation de tous les pays du monde, l'organisation de la scène internationale. Instituée en octobre 1945, la nouvelle organisation appelée à agir pour garantir la paix, la sécurité, les droits de l'homme, l'aide humanitaire, le développement durable et le droit international est vue par certains observateurs comme un accord des vainqueurs imposé aux vaincus. C'est bien ça. C'est bien la paix des vainqueurs qui a été imposée aux puissances vaincues, mais en même temps, c'est le fruit d'un pan de l'histoire mondiale qui a consacré cette paix, on va dire, très partiale. Cette paix qui a permis aux uns de se venger des autres, une paix, on va dire, plus ou moins belliqueuse, dans un contexte où elle n'a pas vraiment pris en compte les développements qui devraient suivre, on va dire, quelques années plus tard. Donc jusqu'à aujourd'hui, effectivement, on a 5 grandes puissances, effectivement, je dirais, qui régentent, qui dominent, qui prédominent. Et moi, par-delà, des fois, je fais une extension qui peut être un peu par provocation. Je trouve que parfois, ce conseil de sécurité aussi représente quelque part aussi un conseil d'insécurité. Donc, ce qui fait que malheureusement, effectivement, ces grands vainqueurs qui aujourd'hui dirigent le monde ne sont pas tout à fait à même de ramener la sécurité et la paix dans le monde. Le Conseil de sécurité, l'organe le plus en vue de l'institution, l'organe qui influence toutes ses décisions, une organisation qui semble être essoufflée avec le temps et les nouvelles réalités géopolitiques. L'essoufflement peut être un peu trop dire, mais la reconnaissance d'un bilan, on va dire, mi-figue, mi-raisin.
au regard, bien entendu, des objectifs assignés à l'organisation, de la structuration même de l'organisation. On parlera du Conseil de sécurité qui ne reflète pas du tout le développement du monde. Nous sommes en train de parler d'un organe qui reflète davantage les réalités de 1945 que celles de 2024. Je pense qu'il est très important qu'aujourd'hui, le Conseil de sécurité des Nations Unies aujourd'hui soit à l'image des pays qui le peuplent et surtout pour nous qui sommes en Afrique, que le continent africain ait, j'allais dire, une fois encore, son droit à dire son destin, son droit à dire la marche du monde. Donc je pense qu'effectivement, il y a la question de la représentativité donc, des pays africains, mais pas que des pays africains. Il y a des pays comme le Mexique, comme l'Inde, comme le Japon, comme le Brésil, qui estiment que la Seconde Guerre mondiale est passée, que nous avons passé un nouveau cap international et qu'il est important davantage de les intégrer. Intégrer les puissances émergentes au Conseil de sécurité et surtout travailler à la réforme du droit de veto. Est-ce que le droit de voter doit être aboli ou plutôt est-ce qu'il doit être réformé? Je pense qu'il faut travailler évidemment plutôt à rendre le droit de veto toujours puissant, mais plutôt malléable. Et il est important effectivement que pour les pays africains de réfléchir en amont sur le continent africain. Est-ce que c'est l'Union africaine qui disposerait de sièges ou plutôt ça serait de façon représentative? Après 119 ans de vie, l'Organisation des Nations Unies est à la croisée des chemins. Beaucoup appellent à des réformes au sein de l'institution pour l'adapter aux nouvelles réalités stratégiques et géopolitiques. C'est l'heure à présent du tour de l'actualité hors de nos frontières. Notre guide ce soir, Gloria Oni. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, les réfugiés du Burkina Faso voisin fuient deux menaces. Les attaques djihadistes qui ensanglantent le pays et les exactions des supplétifs civils de l'armée qui viseraient particulièrement l'ethnie Peul. En dehors de cette première raison, d'autres exactions poussent les Burkinabés à fuir leur pays. Celles des volontaires pour la défense de la patrie VDP, des supplétifs civils, de l'armée montée en puissance sous le chef de la junte au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré, pour défendre les villages contre les attaques. Les atrocités commises par les groupes djihadistes contre les civils ont fait plus de 26 000 morts au Burkina depuis 2015, selon les chiffres de l'ONG ACLED qui recense les victimes de conflits dans le monde. Le nombre de personnes déplacées suite à des violences est estimé à plus de 2 millions. Les habitants d'un village de pêcheurs marocains sur l'Atlantique ne s'imaginaient pas dépendre un jour de l'océan pour le eau potable qui leur est fournie désormais par une station mobile de dessalement. Une technologie devenue indispensable à leur suivi face à une sécheresse prolongée. À Safi, une ville côtière située à 350 km de Rabat, un projet d'approvisionnement en eau potable par dessalement de l'eau de mer a été lancé. 3 stations ils sont implantées au niveau de la province de Safi, à savoir la commune de Bdouza, la commune Eyir et la commune Machet. Elles sont dotées d'une capacité journalière globale de 1800 mètres cubes par jour, ce qui permet pratiquement de couvrir les besoins de 45 000 habitants. Il s'agit d'un projet structurant qui consiste en l'acquisition, l'installation et l'exploitation de 3 stations monoblocs de dessalement en eau de mer. Voilà qui vient mettre un terme à cette trentaine de minutes de tour de l'actualité au Bénin et au-delà de nos frontières. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.